C'est le site qui porte la leçon essentielle des monastères. Ici, à la Verne, les moines d'autrefois en cherchaient avant tout une montagne, un promontoire qui s'ouvre devant l'immensité, une forêt qui recèle le mystère de l'être, en quelque sorte un endroit favorisé où se révélaient Dieu. L'emplacement était admirablement choisi, sur une hauteur difficilement accessible, dans une solitude absolue, au cœur d'une verdure perpétuelle, avec un horizon de forêt sauvage et une échappée vers l'immensité de la Méditerranée. Telle est cette retraite vouée à la contemplation, merveille de fraîcheur, de majesté et de recueillement. « 800 ans d'histoire étaient pourtant venus à bout des bâtiments. Par-delà la porte d'entrée en serpentine encore debout, et le blason du monastère rappelant sa grandeur passée, ce n'était plus que murs écroulés et ruines envahies par le lierre. Après 8 siècles de vicissitudes, le monastère n'était plus qu'un amas de ruines, envahi par la végétation et classé monument historique. La cour d'honneur était livrée aux chèvres, et seul le mécénat pouvait sauver le monastère. En 1968, grâce à l'initiative et au courage de mesdemoiselles Anglebert et Lemoine, fut créée l'association des Amis de la Verne. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais enfin, comment est-ce que quelqu'un ne prend pas ça en main? Alors, il y a eu des tas de gens qui ont voulu le faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Et puis, je me suis dit, ben, je vais le faire. Ainsi, des bénévoles déblayèrent des tonnes de décombres et dégagèrent les ruines de leurs manteaux de lierre qui désagrégeaient la pierre. Les débris d'architecture furent récupérés et mis en attente. Les premiers travaux de restauration commencèrent. La vie revint. La source se remit à couler dans le bassin reconstruit de la cour principale, entouré des bâtiments inspirés des bastides provençales du XVIIIe siècle. Le bâtiment des convers fut rebâti, puis l'hôtellerie, la tour et la porterie, résultat d'une restauration prudente et éclairée. Les services communs reconstruits, les voûtes relevées faisant apparaître le cellier, l'huilerie, la cuisine, l'oratoire. Les premiers éléments émouvants de la vie ancienne des moines réapparurent. Le long des ravins abrupts, les remparts et contreforts soutenant des jardins furent remontés. La reconstruction d'une partie des murailles à arcades redonna au bâtiment un peu de son aspect d'origine. Enfin, ce fut le tour du prieuré. La première cellule réapparut, puis avec la restauration de l'église en 1982, le monastère put être rendu à sa vocation par l'arrivée des premiers moines, auxquels succédèrent en 1985 les Sœurs de Bethléem. Tel était l'état de la Verne en l'an 2000. Il fallait encore reconstruire les cellules, le grand cloître et la chapelle romane, dont il ne restait plus rien. Un nouveau mécénat était indispensable à cette reconstruction. Une fois trouvé, encore fallait-il s'appuyer sur des archives et des plans, sur un document pouvant guider l'architecte. On a principalement
un document qui est la galerie des cartes de la Grande Chartreuse, où toutes les chartreuses de France, voire d'Europe, ont été représentées à la fin du XVIIe siècle et avec une grande précision au niveau du détail. Les travaux devinrent urgents. Depuis 18 ans, les sœurs prient, travaillent, vivent dans des cabanes. En 2001, sous la conduite de M. Flavigny, architecte en chef des monuments historiques, les travaux reprirent, en commençant par la consolidation des remparts. L'utilité des produits injectés dans les murs est d'éviter de démonter des murs pour les remonter dès lors qu'ils sont déformés, qu'ils ont perdu leur matière, qu'ils ne sont plus suffisamment étanches à l'eau. Donc ça consiste à reminéraliser les vides à l'intérieur. C'est uniquement de l'eau et de la chaux et ça remplit tout. Dès qu'il y a un orifice et qu'on est amené à rejointoyer, on fait une injection derrière pour être sûr de remplir à cœur. Parce que sinon, quand vous rejointoyez un mur, vous rejointoyez l'épiderme du mur, mais vous ne fermez pas l'intérieur. Donc, comme on a besoin de reconstituer la capacité portante sur toute l'épaisseur, on injecte pour rétablir la cohésion des matériaux. Le pilier central, c'est la structure qui avait été choisie parce que l'organisation de la cellule s'articulait avec un carré d'environ 7 mètres sur 7 et 7 mètres sur 7 avec l'ordre de grandeur de portée des bois et des poutres, c'était une portée avec des arbalétriers d'arrêtiers qui portaient sur un pilier central. Ça, on ne l'a pas inventé, on l'a trouvé dans les reconnaissances et dans l'archéologie qui a été faite sur chacune des cellules. On a cherché à comprendre comment fonctionnait la chartreuse et effectivement là on observe les murs pour voir si on a des traces de percements ou de communication. Mais surtout les fouilles ont été menées au niveau des sols, d'une part dans l'église et d'autre part dans des cellules et ils ont apporté de multiples renseignements sur le mode de vie des chartreux dans ce lieu. C'est la vie du chartreux avec les objets domestiques, avec les petits tuyaux d'adduction d'eau, avec les tuyaux d'évacuation des eaux usées, avec les restes des poteries d'usage quotidien. Non, on est dans des maisons. Les chartreux vivent dans des maisons. Et ils vivent dans des maisons avec un jardin. Et on trouve donc tout ce qu'on trouverait dans la vie d'une personne dans une maison, dans un jardin. Les documents, on en avait énormément, mais ils n'étaient pas tous significatifs. En revanche, le niveau de réoccupation de la chartreuse avait été tel que, quelles que soient les dégradations qu'elle avait subies, on trouvait toujours, vu le caractère répétitif des cellules, vu les démolitions partielles ou fragmentaires qui avaient eu lieu, on a toujours trouvé le point de repère probant pour pouvoir remonter tout ce que l'on a remonté. La serpentine, vous savez, c'est en fait un marbre volcanique, c'est-à-dire que quand on comprime des calcaires sous de très fortes pressions dans les temps géologiques, on obtient du marbre, et quand on a comprimé, quand les mouvements telluriques ont comprimé des roches volcaniques à un niveau très élevé, on est arrivé à la serpentine. Et au-delà de la serpentine, on va jusqu'à l'amiante. Je crois que c'est une roche qui a une caractéristique spécifique, et on a pris une serpentine, à force de recherche, on en a trouvé une qui a pratiquement la même veine que celle des morts. Alors on en a remployé un petit peu de serpentine des morts quand on a pu en avoir, et pour tout le reste, on a employé de la serpentine qui vient juste de l'autre côté des Alpes.
reconnaissait l'église romane à travers un de ses murs, le mur nord, et l'amorce de la voûte, qui nous donnait le mode d'appareil, le niveau du cordon, l'architecture des doubleaux, l'amorce du cul-de-four qui forme le chevet côté est. Et donc ce que l'on a fait, c'est de compléter aussi fidèlement que possible ce qui nous manquait de cette structure d'église. C'est un chantier un peu particulier parce qu'il est rare d'avoir à reconstruire en totalité des voûtes. Et là, c'était une volonté du maître de l'ouvrage qui a été suivie et qui a été autorisée, mais c'est effectivement un chantier un peu d'exception. La chapelle romane est terminée, elle a repris sa forme, on lui a redonné des éléments fonctionnels qu'elle n'avait pas autrefois, on a aménagé les accès et on a fait en sorte que les religieuses puissent y célébrer leurs offices, que le public puisse assister à ces offices sans interférer avec la vie de la communauté. Les chapelles latérales, c'est une drôle d'histoire puisqu'elles étaient complètement effondrées et on a eu le grand bonheur de retrouver à peu près 75% des éléments qui les constituaient. Et on a ensuite rétabli les voûtins qui se sont mis en place tout seuls à partir du moment où on a l'ensemble. On avait même retrouvé une clé de voûte, ce qui fait qu'on a pu avoir des clés de voûte qui étaient exactement les clés de voûte d'origine. Alors le petit cloître est un problème en lui-même puisqu'on voit que dans les arrachements qui nous sont laissés sur les murs, il y a des morceaux de bâtiments de la fin du XVIIIe siècle qui sont incompatibles avec l'architecture du XVIIe. Ce qui est le plus probable, c'est que le petit cloître n'a jamais été terminé et qu'au XVIIIe siècle, quand les Chartreux ont voulu développer leur bâtiment, ils avaient sans doute renoncé à terminer le petit cloître. Et donc cet élément fonctionnel a repris sa fonction, abrité, sans qu'on ait à reconstruire les trois autres galeries. Désormais, les visiteurs pourront enfin découvrir cette restauration exemplaire. Il y aura un circuit de visite qui les fera monter par l'escalier d'accès extérieur, passer devant le petit cloître, monter à la tribune, ils verront la totalité de l'église, ils passeront ensuite dans les chapelles latérales et ils verront le grand cloître. Donc justement, on fait tout ça pour essayer de donner aux visiteurs des points de vue sur tout le cœur du monastère sans perturber la vie religieuse.
Le but de l'opération est d'arriver à un état de la Chartreuse habitable. Mais vous savez, un bâtiment avec une communauté, ça vit en permanence. Quand vous voyez l'histoire des abbayes, elles se sont reconstruites sur elles-mêmes pendant quelquefois 10 à 12 siècles. Donc le monastère vivra sur lui-même et s'adaptera au fur et à mesure que la vie s'y développera. Le monastère peut enfin redonner son cadre épuré à celles qui vont à l'essentiel dans une vie de contemplation et de prière. Le monastère de la Verne nous parle, et ce chef-d'œuvre de pierres et de foi fait passer sur nous qui le visitons distraitement le souffle d'un esprit presque oublié, un silence dont on éprouve soudain la poignante nostalgie.